La place de l'Afrique dans le monde de demain, enjeux et horizons géostratégiques. Nous n'avons besoin de personne pour fixer les règles de combat que nous allons mener. Nous devons étudier la nature du combat en question, étudier ce qui se joue contre nous et ensuite dresser un plan de bataille et mettre au point une stratégie. Malcolm X, dernier discours. Dans cette citation, Malcolm X invitait les Africains à des analyses géostratégiques et géopolitiques sur le monde et sur la situation de l'Afrique dans le monde. Ces analyses permettent donc l'étude des relations entre les pays et leurs rapports de force. Cela permettrait de savoir se positionner sur la scène internationale en fonction de ses propres priorités. Mais lorsqu'un continent comme le nôtre est dominé et opprimé, il n'est plus apte à faire correctement sa géopolitique et sa géostratégie. C'est pourquoi depuis les époques de l'esclavage arabe et occidental et de l'esclavage colonial, les Africains, malgré tous les défis qui leur font face, n'ont plus su analyser ce qui se passait très souvent sans eux, sans leur présence et aussi contre eux, afin de savoir se positionner. Depuis ces époques, ce sont d'autres forces, notamment occidentales, dont la domination est la plus visible, qui font de la géopolitique et de la géostratégie à la place de l'Afrique et des Africains. Et ces forces ne le font pas dans un sens qui va dans l'intérêt des Africains et des Noirs en général. C'est pourquoi les Africains pensent le monde à travers la définition et l'ordre eurocentré que lui donne l'Occident, mais non plus sur la place réelle de l'Afrique dans le monde. Ils se sont habitués à penser leur continent à travers les propagandes découlant de la géostratégie et de la géopolitique que d'autres ont mis au point pour eux et leur assènent à travers leurs puissants médias. Il est possible de regrouper ces deux propagandes en deux principales. La première est la propagande de l'Afrique sans histoire, donc sans culture et sans civilisation. C'est l'idée que l'Afrique est un continent n'ayant jamais contribué historiquement à la civilisation endogène et n'ayant rien apporté à l'humanité. Cela du fait de l'infériorité naturelle présumée de l'homme et de la femme noire. De fait donc de son passé inexistant, l'Afrique serait donc ainsi sans présent et sans avenir. C'est cette propagande qui fut à l'origine de la mission dite civilisatrice, mise au point par l'Occident durant l'esclavage colonial. Cette mission civilisatrice, c'est l'idée que puisque l'Afrique n'a pas d'histoire, il faut donc l'aider et la civiliser, lui donner une histoire, une culture, une religion, des institutions, des armées, donner des noms aux régions, donner des noms aux populations, au pays, lui apporter continuellement tout ce dont elle a besoin pour la tirer du néant en fait, d'où elle se trouve, et l'amener vers le progrès. Lol. Oui, on parle bien du même genre de progrès qui amène Jean et François à se marier ensemble, à faire des choses que je n'oserais dire ici, et, et adopter des enfants qui vont être témoins de tout ça tous les jours. Ils ne pourront même pas fuir. Hein. C'est ça qu'on va leur montrer comme ça à la naissance. On va dire non, ça va, on est là. Ça ne dérange personne. Le progrès, oui, on parle bien de ce progrès. Un très grand progrès. La deuxième propagande est économique. L'Afrique, continent connu comme possesseur de nombreuses matières premières stratégiques, a l'unique vocation de fournir en ressources et en matières premières les autres économies du monde, ainsi que leurs multinationales qui se sont implantées sur son sol depuis les époques coloniales. Ceci sous prétexte d'aider les nouveaux pays africains et indépendants à décoller économiquement. Ah, quelle belle phrase! Décoller économiquement. Voilà pourquoi les pays africains sont connus dans le monde comme premiers producteurs de toutes sortes de matières premières. Les mécanismes mis en place autour de cette définition font donc de l'Afrique un continent pauvre au bas de toutes les formes d'indices économiques, que ce soit le PIB, le PNB, l'IDH, le PPTE, etc., 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 fixés par l'économie mondiale dominée jusqu'à récemment par l'Occident et sa doctrine majeure, le capitalisme. Et les médias internationaux et beaucoup trop d'ONG sont les relais visuels de ces indices infériorisants. En vertu de cette idée, il faut donc continuer à aider économiquement comme à l'époque coloniale l'Afrique en lui fournissant continuellement tout ce dont elle a besoin. C'est tout ceci qui justifie les aides sanitaires, les aides économiques, les réseaux mondialisés, FMI, Banque mondiale et j'en passe. Quel fut le but final de toutes ces propagandes? Eh bien, c'est Cheikh Anta Diop qui nous l'expliquait lors d'une conférence donnée à Niamey au Niger en 1984. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement, il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers.
On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais il n'y a pas de salut. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Cheikh Anta Diop aujourd'hui, Osiris Diop, fait clairement allusion au fait que le but final de toute cette propagande, c'est de voir l'Africain disparaître tôt ou tard de la surface de la Terre. Jean-Marie Adiafi, dans son ouvrage La carte d'identité, ajoute que celui qui veut assassiner un peuple détruira son âme, profanera ses croyances, ses religions, niera sa culture et son histoire. On présente l'Afrique aux yeux du monde comme un continent de bon à rien, d'éternels assistés, n'ayant rien créé, comme des gens qui ont tout le temps besoin d'être aidés en fait. C'est présenter les Africains comme des inutiles et sans intérêt pour le monde et ainsi préparer le monde à accepter leur disparition tôt ou tard. En effet, que fait-on de quelque chose d'inutile et sans intérêt? On s'en débarrasse tout simplement. Le but final est donc le suivant, voir l'Africain disparaître ou devenir minoritaire sur la terre d'Afrique ainsi que sur le territoire africain et que tous ses potentiels soient récupérés au profit d'autres nations. Entre nous, répondez un peu à la question qui va suivre en commentaire. Vous pensez que c'est une idée farfelue ou purement conspirationniste de dire qu'on veut éliminer les Africains et les Noirs en général? Vraiment, ça nous intéresse. Donnez votre avis en commentaire, ça peut donner des débats intéressants, j'ai envie de voir ça. L'histoire montre que l'Occident, avec des stratégies plus ou moins similaires, a réussi à faire disparaître les Indiennes d'Amérique par exemple. Est-ce que vous vous souvenez seulement d'eux? Vous vous rappelez que ceux qui se font appeler Américains aujourd'hui sont des sans-papiers qui ont volé des terres, surtout en Amérique du Nord. Ils ont massacré les véritables autochtones en propageant les mêmes stéréotypes d'hommes sauvages qu'ils disent aujourd'hui des Noirs pour prendre leurs terres et leurs biens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Indiens sont devenus les minorités sur leurs propres terres et vivent dans des réserves. Un autre exemple, le vol de l'Australie avec la disparition des Noirs aborigènes pour les remplacer par des Australiens occidentaux sont là aussi pour prouver que les projets visant à faire disparaître des populations de la surface de la Terre ne sont pas des inventions d'une imagination très fertile qui pousse à voir le pire, comme le ferait par exemple Lord Baelish dans Game of Thrones si vous avez vu. Je crois que je mettrai un petit extrait. Quand je m'applique à saisir les motivations des gens, il m'arrive de jouer à un jeu. J'envisage le pire. Quelle est la pire raison qu'ils pourraient bien avoir pour dire ce qu'ils disent, faire ce qu'ils font? Ensuite, je me demande si cette raison est suffisante pour expliquer ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ou encore ne sont pas des vues de l'esprit, mais existent bien et ont déjà eu des résultats excellents. Contrairement à ce que nous pouvons croire au vu de la population noire aujourd'hui, cela a été tenté en Afrique. En Afrique du Sud même, il y a eu un effort plus prononcé avec les colons hollandais de l'apartheid et le projet Coast, dirigé par Dr. Wouter Besson, surnommé Dr. la Mort, cherchant à développer des armes bactériologiques afin d'exterminer les Noirs autochtones. Des témoignages de plus en plus insistants et sérieux même laissent à penser que le VIH, initialement endémique chez les homosexuels aux États-Unis, a été introduit en Afrique par l'Afrique du Sud comme arme bactériologique pendant l'apartheid. Ceci expliquerait pourquoi l'Afrique du Sud et les pays voisins sont aujourd'hui encore les plus touchés du monde. Les plus de 15 millions de morts du sida en Afrique et la dégradation terrible de l'image de l'Afrique qu'il a engendrée seraient donc le résultat d'une guerre bactériologique. Mis à part l'Occident, le monde arabe, qui est la deuxième force contre laquelle l'Afrique est en lutte, cherche aussi à s'accaparer notre espace, d'où les actes de terreur visant à éliminer les Noirs en Mauritanie et au Soudan notamment. Il faut donc que les choses soient dites. Nous sommes en lutte pour notre survie. Voilà ce qui se joue contre nous. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop, si juste et si véridique dans ses analyses, disait que nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent.
plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Il ne faut pas qu'on se contente de le savoir, mais d'en avoir conscience, parce qu'il y a une différence entre les deux. On peut savoir quelque chose, mais ça reste superflu dans notre esprit. Beaucoup de gens savent par exemple que l'Afrique est dominée par l'Occident et l'Orient. Vous allez dans les bars, vous allez entendre beaucoup de gens en parler. Mais une fois que l'on prend conscience que l'Afrique est vraiment sous domination, il est juste impossible de rester et d'en parler dans les bars. On fait quelque chose pour participer à l'effort de guerre dans son domaine. Nous, par exemple, nous faisons cette chaîne. Nous faisons de la vulgarisation de l'histoire, de la culture et de la spiritualité kamite. D'autres écrivent, d'autres militent, d'autres fabriquent des objets, certains contribuent financièrement, d'autres revoient l'éducation de leurs enfants. Peu importe l'acte posé en fait, une prise de conscience implique forcément une participation à l'effort de guerre. Quelles sont les raisons pour lesquelles les forces étrangères souhaitent la disparition des Noirs? Doit-on encore le souligner? Pourquoi? La première raison est la richesse de l'Afrique en termes de ressources naturelles et minières. L'Afrique est très riche en ressources naturelles, certainement la terre la plus riche au monde. C'est ce riche potentiel africain qui a été développé par les Noirs en Égypte pour bâtir la plus grande civilisation de tous les temps, la civilisation pharaonique, qui a prospéré et dominé le monde des millénaires durant et qui a fait de l'image du pharaon celle du souverain le plus puissant de l'univers. Ce même potentiel a ensuite été exploité à l'époque glorieuse des empires. Cheikh Anta Diop dans l'Afrique noire précoloniale dit ainsi, en rapport avec cette période, que l'Afrique était caractérisée par l'abondance des ressources économiques et la richesse extraordinaire, voire même légendaire. L'Afrique était avant son écrasement par les esclavagistes européens le continent le plus riche au monde. Toute cette renommée de la richesse de l'Afrique s'est répandue en Europe et c'est ce qui a poussé les Européens à arriver en Afrique au XVe siècle. Et depuis, la prise de contrôle totale de notre continent est devenue capitale pour l'hégémonie occidentale. Et voici quelques témoignages qui le prouvent. J'étais hier dans l'East End, c'est le quartier ouvrier de Londres, et j'ai assisté à une réunion de sans-travail. J'ai entendu des discussions forcenées. Ce n'était qu'un cri, du pain, du pain. Revivant toute la scène en rentrant chez moi, je me sentis encore plus convaincu qu'avant de l'importance de l'impérialisme. L'idée qui me tient le plus à cœur, c'est la solution au problème social pour sauver les 40 millions d'habitants du Royaume-Uni d'une guerre civile meurtrière. Nous, les colonisateurs, devons conquérir les terres nouvelles afin d'y installer l'excédent de notre population, d'y trouver de nouveaux débouchés pour les produits de nos fabriques et de nos mines. L'Empire, ai-je toujours dit, est une question de ventre. Si vous voulez éviter la guerre civile, il faut devenir impérialiste. Cecil Rhodes, principale figure de la brutale colonisation britannique en Afrique australe, extrait du journal Newsate, 1898, cité par Lénine, l'impérialiste, stade suprême du capitalisme, 1916. La colonisation est pour la France une question de vie ou de mort, où la France deviendra une grande puissance africaine, où elle ne sera, dans un siècle ou deux, qu'une puissance européenne secondaire. Elle comptera dans le monde à peu près comme la Grèce ou la Roumanie comptent en Europe. De la colonisation chez les peuples modernes par Paul Leroy-Beaulieu, 1882. Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, disait ainsi « Qui aura l'Afrique dominera le monde ». C'est une vérité, parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il valorise ces matières pour son économie, soit qu'il empêche que ces matières premières parviennent au camp adverse. La deuxième raison pour laquelle il faudrait faire disparaître les Africains est le poids de l'histoire. C'est l'Afrique pharaonique qui a civilisé l'Asie, c'est-à-dire le Proche-Orient, l'Arabie, la Perse, l'Inde. C'est encore elle et son héritage qui furent à l'origine des civilisations de l'Amérique ancienne, Olmec, Maya, Inca. Enfin, c'est aussi elle qui a civilisé l'Europe. Ce sont les Noirs du Maghreb, dits morts, qui, avec les Arabes, ont bien après recivilisé l'Europe du Moyen-Âge. Pour des besoins hégémoniques donc, le reste du monde, l'Occident notamment, a réécrit l'histoire en effaçant complètement la contribution centrale des Africains. Ces propagandes historiques font partie des moyens de domination. Si la véritable histoire du monde est dévoilée, l'hégémonie risque bien de s'effondrer. Faire disparaître progressivement les Noirs serait donc pour toutes ces nations le moyen de faire taire à jamais ceux qui exposeraient leur imposture et faire taire cette vérité qui est une menace vitale pour l'ordre actuel du monde. L'Afrique a-t-elle des alliés naturels? Même s'il existe des collaborations entre États, aucune des nations étrangères se disant puissante qui dit aider l'Afrique à évoluer ne l'aide réellement.
Ça, ce n'est pas une nouvelle, on ne vous l'apprend pas. Toutes ont le même objectif, c'est-à-dire mettre la main sur des ressources vitales et faire taire l'histoire afin de dominer le monde. Aucune ne peut commettre la folie d'aider réellement un continent si riche et qui pourrait mentalement être infiniment dopé par la redécouverte de son passé d'unique civilisateur de la planète. Le continent retrouverait très rapidement, comme dans l'Antiquité, le statut de puissance et pourrait reprendre sa domination qui a duré des millénaires. C'est pourquoi quand l'Occident ment sur l'histoire du monde ou que M. Sarkozy dit que l'Afrique n'est jamais entrée dans l'histoire, les Arabes, la Russie ou la Chine, pourtant des groupes adverses, ne disent rien. Ils sont là, ça ne les dérange pas. Dépendamment de leurs intérêts, ces nations ou blocs s'allient ou s'affrontent avec des positionnements stratégiques auxquels les Africains ne comprennent rien et dont ils sont les victimes sur le terrain, secoués, bouleversés, tués dans des enjeux qui les dépassent. On le voit par exemple dans les attaques terroristes sur le continent, où les terroristes islamistes ont souvent des liens avec le monde arabe et reçoivent vraisemblablement des armes venues de l'Occident. L'Occident et l'URSS se sont ainsi affrontés sur le sol africain pendant la guerre froide, la France contre la Grande-Bretagne pendant la guerre du Biafra au Nigeria, les États-Unis contre la France pendant le génocide rwandais, l'Occident contre la Chine aujourd'hui. L'Afrique a su quelquefois tirer profit de ces querelles, mais il faut le dire clairement, nous n'avons pas d'alliés naturels. Quand des Africains disent que la Chine ou la Russie sont nos amis, c'est beaucoup de naïveté. La Chine affiche aujourd'hui clairement son intention de diriger le monde et compte pour ce faire avoir accès aux ressources capitales de l'Afrique. Voilà par exemple un notable qu'on a mis là-bas au nord, en Ngaoundéré. Et on dit que non, c'est le pacifisme, c'est l'entraide. Vous êtes naïfs, vous allez voir. C'est pourquoi d'ailleurs elle investit massivement le continent aujourd'hui avec des partenariats et des bases militaires. Cette montée de la Chine et l'apparition d'un monde multipolaire entraînent un déclin de l'Occident. La Chine est chez nous uniquement pour ses intérêts. L'Afrique est donc depuis l'Antiquité le centre du monde et au cœur des enjeux mondiaux à tous les niveaux, de par son histoire, de par ses ressources naturelles. Voilà pourquoi toutes ces nations qui cherchent à avoir le leadership du monde, même lorsqu'elles se disputent entre elles, sont toutefois ensemble quand il s'agit de freiner la réelle évolution de l'Afrique. Cette situation fait écho à la prière à Imana de Ramessou Mariama, Ramsès II, lors de la bataille de Kadesh en Syrie, où il disait en difficulté sur le champ de bataille, « Les nations se sont encore coalisées contre nous pour nuire aux Kamites et voler leurs richesses. Nous sommes seuls, nul n'est à nos côtés. » Sachez donc que 3000 ans après, rien n'a changé. Comment l'Afrique fait face à la situation? Attendez d'abord, il masse mon cou. Les Africains résistent tant bien que mal face aux dessins macabres qui leur sont promis. La première résistance est la démographie. L'esclavage et la colonisation ont réduit de 78 à 84% la population subsaharienne. Vers 1930, il n'y avait que 127 millions de personnes. Malgré les guerres et les maladies, le climat général de paix et le souci culturel de reproduction ont permis de multiplier la population par 5 de 1960 à 2017. Bien que comptant aujourd'hui plus d'1 milliard de personnes, l'Afrique subsaharienne et ses 25 millions de kilomètres carrés restent sous-peuplée avec 40 habitants au kilomètre carré, contrairement à ce que disent les propagandes étrangères qui veulent nous forcer à réduire notre natalité. Les dirigeants occidentaux comme M. Sarkozy, M. Macron ou le prince William ne luttent pas ouvertement contre notre démographie pour freiner l'immigration ou le réchauffement climatique ou encore pour le développement économique comme ils le disent. Ce sont eux les pollueurs avec leur mode de vie hyper consumériste en plus. Il leur suffit de nous laisser prospérer chez nous pour arrêter l'immigration. Ils luttent contre notre démographie parce que ça détruit l'espoir de nous voir disparaître tôt ou tard et cela fait de nous une force en devenir alors que leur population décline ainsi que leur force. Ils sont là, ils ne veulent pas faire les enfants, ils veulent que Jean et François se mettent ensemble. Vous voulez faire où? Vraiment. La deuxième résistance est linguistique. Si notre spiritualité ancestrale, du fait de sa diabolisation par les autorités musulmanes et chrétiennes, reste encore confidentielle, les langues africaines, malgré ce qu'on croit, sont en expansion. Ceci en raison de l'augmentation démographique et du fait que près de 60% des Africains vivent dans les villages. La troisième résistance est historiographique. Les Noirs sont de plus en plus nombreux à être irrémédiablement convaincus que les Égyptiens étaient noirs et étaient leurs ancêtres. Nous sommes de plus en plus nombreux à connaître les grandes lignes de notre passé et à se libérer de l'éducation coloniale aliénante. Et cela grâce aux travaux de chercheurs dans la continuité de Cheikh Anta Diop.
Même comme je suis tombée sur une info tout à l'heure, là, vraiment, il faut qu'on fasse une vidéo dessus. Car ça m'a donné mal à la tête. Il faut vraiment qu'on partage ça. Je suis choquée. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Pardon, c'est ce qui rage déjà en ce moment-là. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Vous n'êtes pas prêts. L'info qui arrive là, non. Pas les teases qu'on fait souvent là-haut. Oh, en tout cas, j'ai chaud, pardon, continuons. La quatrième résistance est économique. Si le continent demeure le moins avancé du monde et peu industrialisé, la classe moyenne grandit néanmoins et des villes sortent des terres. Comment l'Afrique doit donc se positionner stratégiquement sur la scène mondiale? Pour assurer leur survie, les Noirs doivent d'abord réaliser l'union des seuls alliés naturels qu'ils ont, c'est-à-dire eux-mêmes. Eux-mêmes, si j'ai pas bien prononcé, attends, j'écris ça, eux-mêmes, voilà. Seul un État fédéral africain regroupant tous les pays noirs d'Afrique permettra aux Noirs d'être en capacité d'émerger comme un bloc contrant les superpuissances actuelles et se défendre et assurer leur survie et contrôler leurs ressources stratégiques qui n'appartiennent qu'à eux seuls et que Imana a mises dans leur sol, de mettre en valeur tout leur potentiel et de se développer effectivement. Avec 25 millions de kilomètres carrés et de ressources fabuleuses, on entrevoit la puissance absolument phénoménale et potentiellement inégalée d'un tel État. Les Africains des Amériques sont amenés à être, là où ils sont, intégrés entièrement à cette structure étatique. Les pays noirs des Antilles notamment devraient s'orienter vers un État fédéral qui entretiendra des rapports très étroits avec l'Afrique fédérale. Là où les Noirs sont minoritaires, ils devront avoir les moyens de défendre les intérêts de l'Afrique aussi bien que les communautés juives défendent ceux d'Israël dans le monde. L'Afrique devra aussi apprendre à jouer des divergences entre les grandes puissances pour avancer ses seuls intérêts, tout en retenant très froidement le fait qu'elle n'a aucun ami. Quel serait donc le but à terme sur le monde d'une superpuissance noire? Sommes-nous amenés à piller, à être prédateurs, des menteurs, des esclavagistes, des génocidaires, des pollueurs, nous aussi? Partout où nos glorieux ancêtres sont allés, ils ont répandu la civilisation, son idéal pacifiste de vérité et justice, Maat. Ils ont répandu son but ultime qui est celui de perpétuer la vie. Ils n'ont pas commis de génocide, ils n'ont pas mis de peuple en esclavage, ils n'ont pas pollué, ils ont été les guides de l'humanité dans la voie de la civilisation. Face aux défis majeurs que représentent le capitalisme et le réchauffement climatique qui sont en train d'amener la vie sur Terre à son extinction, l'Afrique devra répondre en guidant l'humanité vers sa valeur ultime qu'est la préservation de la vie et elle fera cela à travers Maat, Hotep.